Salut tout le monde, bienvenue, c'est le grand débat du web, comme tous les vendredis sur Digital Business News, avec les sujets qui font l'actualité connectée et les experts pour en parler. Ils sont 3 cette semaine encore, un effet différé peut-être des grèves des transports pour la 4e personne qu'on salue et qui n'y a pas pu nous rejoindre à temps pour cette émission où on va parler pas mal de choses. On va parler notamment du travail qui revient en Europe. Enfin, pour les robots surtout, le travail revient en Europe. C'est le premier sujet dont on parlera. Et puis, on va se poser une vraie question. Que manque-t-il décidément aux startups en France? On les chouchoute, on les incube, on les accélère, on les mentor, on les finance, on les voit partout. Et pourtant, il y a un petit problème de croissance où toutes ne réussissent pas à décoller. Évidemment, ce serait problématique si toutes décollaient, ça veut dire qu'il n'y a absolument pas de modèle. Mais quand même, avec tous les efforts qui sont apparemment faits, en tout cas en surface, eh bien, il y a quand même un petit problème de développement pour les startups françaises. Que se passe-t-il? On en discutera dans un deuxième temps. Nos invités, ils sont au nombre de 3. Jérémy Ben Moussa de retour. Salut Jérémy. Salut. Ça, il a remonté les manches, on sent que ça va être du sérieux aujourd'hui. Il est préparé pour la bataille. C'est Schedulio et la grosse compagnie aussi. Hein, voilà. Ouais, alors Schedulio qui est la plateforme d'automatisation pour Slack et la grosse compagnie qui est une agence dédiée au gros hacking et sur lesquelles on essaye d'apporter quelque chose d'un peu neuf aux entreprises pour les aider à justement créer de la croissance et pas que aux startups. En face, c'est le bug bounty de Yogosha qui est à l'honneur dans ce que vous faites. Fabrice Epelboin, dans ce que tu fais, on va se tutoyer, on va arrêter. Oui, on va arrêter de se vous voyez, c'est très étrange. C'est très étrange quand même, c'est très bizarre. Donc Yogosha, bug bounty, les hackers au service des entreprises sont payés s'ils trouvent une faille. C'est aussi bête que ça. Et c'est un carton en ce moment, puisque de fait, la faille s'est ouverte pour ça. Juridiquement, c'est aujourd'hui complètement accepté et il y a un vrai marché. Et puis, Fred Hafner, salut Fred. Salut Bertrand. On a en pull, l'autre en t-shirt, on sent bien que là, tout à coup, il doit y avoir un microclimat au milieu de ce studio. Fred Hafner, rédacteur en chef de Pitch My News. Absolument, Pitch My News, c'est un nouveau média, c'est un peu ce qu'on appelle le news snacking. On publie plusieurs vidéos par jour sur l'actu, à chaque fois en moins de 45 secondes. On explique cette actu de manière assez décalée avec des images d'actualité, des images un petit peu gag, et tout est écrit sur l'écran, puisqu'on a remarqué que la plupart des gens maintenant regardent des vidéos sur Internet sans le son. C'est quand même absolument incroyable. Et c'est vrai qu'il y a un vrai phénomène, et notamment sur Facebook, où il faut avoir un effet, ça démarre en auto-start, c'est ça, en autoplay, et puis il n'y a pas le son. Donc sur Facebook ou ailleurs, parce qu'en fait c'est aussi ce qui est très important pour ce nouveau modèle, c'est d'être là où les gens consomment. C'est-à-dire que peu importe qu'on ne crée pas notre canal à nous, mais on est par exemple, en ce qui nous concerne Pitch My News, on est sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur les réseaux. Ce sont les êtres humains qui font ces vidéos? Ce sont des êtres humains encore, on n'a pas encore trouvé la solution, mais je cherche pour ça coûte moins cher. Il faut peut-être aller voir du côté de Foxconn qui a trouvé une solution. Foxconn qui fabrique notamment tous les produits Apple en Chine et qui jusqu'à ce jour comptait 110 000 salariés en Chine. Il y a une petite boîte, quoi. Et cette petite boîte a décidé de descendre à 50 000 personnes, donc de licencier 60 000 personnes. Et tout ça, ça va donner des robots qui vont en fait revenir, notamment, alors pour Foxconn peut-être aux États-Unis, enfin pas Foxconn pour Apple, en tout cas aux États-Unis. Et eux vont robotiser aussi leur production en Chine. On a d'un autre côté, par exemple, Samsung qui a annoncé fin 2015 que leur téléphone fabriqué en Chine, ça allait 2 secondes, mais qu'ils allaient aussi remettre ça en Corée du Sud avec des usines qui seront entièrement automatisées. Ils avaient carrément des usines assez modernes en point de mire. Il y a Adidas aussi, qui lui aussi va lancer la Speed Factory. Ce sont des chaussures Adidas qui vont être fabriquées non plus en Asie du Sud-Est par les petites mains, mais par des robots, pas toutes les chaussures évidemment, mais en tout cas le boulot, en tout cas l'activité économique revient du côté de l'Europe dans ce cas-là. Et on a un sondage Randstad qui en avril donnait une indication de la peur de la robotisation dans les populations. Alors en Inde, ils sont 69% à avoir peur. Est-ce qu'ils ont raison ? Ça peut s'entendre quand même. En Chine, ils sont 58%. Ils ont de claires raisons d'avoir un tout petit peu peur de la robotisation qui peut ramener de l'activité industrielle dans les pays industrialisés, en tout cas les pays qui avaient perdu tous ces bassins de population de travailleurs. Et puis, en France, c'est 27%. Donc, il y a 70% des Français qui, pour l'instant, n'ont pas encore peur de la robotisation. Ce qui peut être à la fois encourageant si on se dit que finalement la France n'a pas besoin d'un mauvais chiffre de plus, mais un petit peu inquiétant d'une autre façon. C'est quand même un petit peu inquiétant ce manque de vision là, Fabrice. Oui, c'est terrifiant. Souvenons-nous, il y a encore quelques années, du grand délire de la gauche, notamment Arnaud Montebourg,
qui fantasmait la réindustrialisation de la France comme synonyme de création d'emplois. Raté, encore un politique qui ne comprend rien du tout aux technologies et qui n'a pas été capable d'anticiper quelque chose qui était déjà évident il y a 3 ans. Hein. C'est pas la première usine Adidas automatique. Il y a un vrai problème de compréhension du monde par les générations de politiques qui nous dirigent, et ça donne des aberrations comme réindustrialiser la France. Dans l'absolu, c'est très bien, sauf si on s'imagine que ça va créer des emplois. On va vers un monde sans emploi salarié. On va vers un monde où il va falloir basculer de l'emploi au travail, il va falloir repenser des concepts, et le concept central qui est la solidarité qui fait société, il va falloir complètement le repenser. Parce que vraiment, la redistribution en prélevant la solidarité ou le contrat social, on va dire. Le contrat social et la solidarité, les deux étant quand même intrinsèquement liés, mais sur ce point très particulier de la redistribution des richesses, qui est indispensable à une société, il va falloir complètement repenser le truc. Et ça ne pourra plus longtemps marcher avec prélèvement d'impôts pour ceux qui gagnent et redistribution pour ceux qui gagnent moins. On est juste en train d'assister au fait que tous les boulots les moins qualifiés, entre guillemets, les plus manuels qui étaient partis s'exporter en Asie, sont en train d'être confiés aujourd'hui à des robots, soit en Asie. Ça, c'est une petite partie de l'iceberg. On a aussi affaire à Watson IBM qui remplace un assistant juridique. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'aujourd'hui, ça monte en gamme. D'ailleurs, ce qui fait dire à Laurent Alexandre, qui est transhumaniste, chirurgien, urologue, une phrase à la question: en 2050, que fera-t-on des gens avec moins de 150 de QI? Réponse de Laurent Alexandre: rien. C'est assez flippant quand même. C'est qu'il y a quand même, c'est pas juste les boulots de manuel qui sont visés par cette histoire. Mais en fait, c'est assez logique. On est en train de suivre le cours normal des choses. On a industrialisé, on a informatisé, on a numérisé. On arrive aujourd'hui avec des robots qui sont capables de faire à peu près toutes les tâches que les humains peuvent faire. On est en train d'ajouter une couche d'intelligence artificielle, dont on a déjà parlé de ça il y a quelques émissions. Donc, c'est la suite logique des choses. Par contre, je rejoins totalement Fabrice. On va avoir besoin d'un nouveau contrat social. Fondamentalement, moi, ça ne me dérange pas que des robots puissent faire des tâches qui ont peu de valeur ajoutée pour des humains. Aller dans une usine, faire 150 000 fois la même chose dans une journée, ce n'est pas hyper motivant, sauf que ça ramène un salaire, on est d'accord. À partir du moment où on remplace ces humains par des robots, il y a un moment où il va falloir repenser la façon dont on redistribue les richesses et dont nous, humains, on peut vivre de façon correcte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de 3 milliards de personnes sur la planète. Donc je pense qu'il y a une vraie nouvelle approche. On est en train de vivre le début, mais vraiment le tout début d'une grosse transformation. La robotisation des usines, c'est un tout petit bout de ce qui va arriver dans les 20 prochaines années, parce qu'on va avoir des robots de plus en plus autonomes, de plus en plus intelligents. Et quand on va commencer à mixer ces deux choses-là, il suffit de regarder, moi il y a un exemple qui me plaît bien, regardez ce dont on parle en France depuis des mois entre Uber et les taxis. On a une espèce de guerre ouverte entre les deux. Ce qui va arriver potentiellement dans 5 ans, c'est des voitures sans chauffeur du tout. Uber, on a commandé 100 000 quand même. Uber, on a commandé 100 000, mais ils sont capables d'en mettre 10 millions sur le marché dans 5 ans si Tesla veut bien les produire. Tout le transport et la logistique, c'est-à-dire que les chauffeurs routiers vont être remplacés par des robots. Ça, les chauffeurs routiers aux États-Unis, ça représente la première profession dans les 3 quarts des États. C'est vraiment une profession massive, beaucoup plus qu'en Europe. Tout ça va être remplacé par des robots. Si on ne trouve pas une façon de continuer à faire société, on va exploser. Et continuer à faire société, ça veut dire penser revenu universel. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions aujourd'hui auxquelles on peut réfléchir. Mais c'est une option. Il y a les monnaies locales, il y a beaucoup ça va être un assemblage d'une myriade de solutions. Le revenu universel, clairement, est central aujourd'hui. Tous les politiques y réfléchissent. Clairement, il faut aussi être cohérent. C'est-à-dire qu'on dit, c'est vrai, enlever des tâches difficiles à des ouvriers qui vont répéter 150 000 fois le même geste chaque jour, les filer des robots, très bien. Mais l'ouvrier, quelque part, il préfère faire ses 150 000 gestes chaque jour et avoir un petit salaire à la fin du mois que rien du tout. Donc qu'on le remplace, oui, mais qu'on trouve une autre solution pour ce qu'il va faire après. Effectivement, clairement, il faut inventer le modèle. Donc vous pensez que vraiment, là, pour le coup, on est complètement en dehors du champ de ce qu'on doit penser du changement de sociétal. On va à toute vitesse vers une nouvelle robotisation. Je pense qu'on a un manque de vision chez les politiques, un manque d'intérêt face aux technologies, une vision des technologies des politiques qui date des années 50, où la technologie est là pour servir l'être humain, point barre. On traite les technologies comme on traite les animaux dans les religions monothéistes. Ils sont au service de l'homme et on peut en faire ce qu'on veut. C'est plus du tout comme ça, le rapport entre l'homme et la technologie. Plus du tout. Tant qu'on se posera la question en se disant que la robotisation est le centre du problème, c'est qu'on aura mal posé la question. Et que la réponse ne sera clairement pas adaptée au monde dans lequel on est en train d'aller. Il faut bien comprendre que les industriels, eux, ils avancent dans ce domaine-là. C'est-à-dire que la robotisation, aujourd'hui, c'est une réalité. Je ne connais pas une usine qui se monte aujourd'hui qui ne se pose pas la question de à quel point je robotise mon usine. Et la réponse est souvent
souvent de plus en plus. Donc la réalité, elle tend déjà vers ça. Et qu'est-ce que vous pensez de cette phrase de Laurent Alexandre, même si c'est une question, une réponse à une question, hein, que fera-t-on des gens avec moins de 150 de QI en 2050 ? Rien. C'est assez flippant quand même. En même temps, lui est un transhumaniste. Il pense qu'on va pouvoir upgrader l'espèce humaine en lui rajoutant de la connaissance. Ce qui faisait dire à un article où on l'interviewait, en phrase finale, sale temps pour les cons. Laurent Alexandre, alors d'abord, c'est quand même un peu sorti de son contexte cette phrase, mais Non, c'est une question et juste une réponse. Oui. C'est un transhumaniste. C'est une opinion qui peut tout à fait se défendre. Ce que cherche Laurent Alexandre, c'est de lancer un débat public sur le transhumanisme. Et là-dessus, je ne peux qu'être à 100% d'accord avec lui. C'est un débat essentiel, d'autant plus essentiel que derrière, il y a des enjeux économiques colossaux. Google est animé non pas par la recherche du profit, mais par une vision philosophique qui est le transhumanisme. Et il est essentiel d'avoir un débat public aujourd'hui, ne serait-ce que pour préparer un cadre réglementaire. Sinon, on va arriver à la situation suivante dans 10, 20 ans, 30 ans, on ne sait pas très bien, à une situation de l'homme va créer un surhomme. Et en général, ça se passe mal. On le sait que ça se passe pas. Alors aujourd'hui, les robots sont capables d'avoir une intelligence d'un enfant de 6 ans, on va dire 8 ans, 10 ans, enfin bref, on est en train de grimper, donc on met la barre à 150 de QI parce que ça laisse un peu de marge. Mais on sait que de toute façon, l'intelligence artificielle va largement dépasser cette barre des 150 de QI telle qu'on le conçoit, c'est-à-dire un QI qui ne tient absolument pas compte de la sensibilité, qui ne tient compte que des mathématiques, globalement, ce qui est une aberration totale aujourd'hui. Et finalement, ça n'est que reculer pour mieux sauter, cette barre des 150. C'est même pas reculer pour mieux sauter, parce que la progression est exponentielle. Donc, entre le moment où l'intelligence artificielle atteindra 100 de QI et le moment où elle atteindra 150 de QI, il va peut-être se passer un après-midi. C'est le moment où elle passe de la souris au rat, en passant par le cochon d'Inde, et pour arriver à quelque chose de plus évolué, et on n'en est encore pas très loin de ça, où là, la progression est pour l'instant lente. Mais le temps qu'elle arrive à une intelligence comparable à un être humain, et comparable à un être humain très intelligent, ça sera vraiment une affaire de très très peu de Donc temps. on sera tous disruptés dans peu de temps. On va y arriver de toute façon. Il ne faut pas se poser la question de est-ce qu'on va y arriver. On va y arriver de toute façon. La question, c'est comment on prépare le terrain. Voilà, c'est pas comment, mais c'est quand. La deuxième question de ce grand débat du web concerne les startups. Alors, que manque-t-il encore aux startups en France ? C'est vrai, elles sont accompagnées, elles sont incubées, elles sont accélérées, elles sont mentorées, elles sont financées, elles sont chouchoutées. On les voit absolument partout, dans tous les événements. Aujourd'hui, avoir un start-upper dans son événement, c'est à peu près comme avoir un écrivain dans un salon au XVIIIe siècle en France. C'est indispensable. Elles pitchent à tour de bras, on leur offre des stands dans les événements. On fait des reportages sur elles au JT. Il n'y a pas un JT aujourd'hui sans la start-up de service. Leurs créateurs sont de nouveaux héros qui sont célébrés, même lorsqu'ils n'ont pas généré un centime de chiffre d'affaires, mais simplement l'idée même d'avoir créé la boîte et d'avoir propulsé l'idée est là. Et pourtant, leur développement, leur croissance semble encore un petit peu compliqué et toutes les startups françaises, loin de là, ne sont pas en train d'exploser. La question, c'est pourquoi, Jérémy ? Alors, avant de dire du mal, je vais juste dire un truc bien. C'est mal de qui ? Je vais préciser. D'abord, il faut dire que l'écosystème se construit depuis quelques années, que ça s'améliore énormément et qu'on a quand même des belles startups en France, pas que des licornes, mais des belles startups. C'est vrai. Il y a beaucoup de startups. Il y a beaucoup de startups, mais il y en a quelques-unes qui font bien leur travail, qui ont vraiment grandi, qui deviennent internationales, bref, qui sont vraiment de belles startups. Pour répondre à ta question, moi, je peux en parler pendant 4 heures, mais il y a 2 choses. Ça tombe bien, on les a pas. On les a pas. Donc, je vais me concentrer sur 2 choses. La première, c'est le mindset des entrepreneurs. Je pense que tant qu'on continuera à créer des entreprises... mindset, c'est l'état d'esprit dans le langage branché. C'est l'état d'esprit des entrepreneurs. Je pense que tant qu'on continuera à créer des entreprises pour le quartier, ça ne marchera pas. Quand on va en Israël, dans la Silicon Valley, quand on parle à un entrepreneur qui est encore dans son garage, il est en train de créer quelque chose pour le monde et il est déjà en train de prévoir quelque chose de scalable, comme on dit, donc de quelque chose qui va pouvoir s'adresser à l'ensemble de la planète ou en tout cas à un marché très large. Et ça, c'est une première différence fondamentale qui apparaît dès le début du commencement d'un projet. La deuxième chose, c'est le financement. Aujourd'hui, on a énormément de mal à financer ce qu'on appelle du seed, donc les premiers tours de table en 300 000 euros, on va dire, c'est la moyenne. Voilà. Entre 300 000 euros jusqu'à 500 000 euros. C'est extrêmement compliqué à trouver en France. Et on nous demande tout un tas de choses qui, pour moi, sont totalement décorrélées de la réalité du marché et qui ne sont pas du tout les mêmes que ce qu'on nous demande aux États-Unis. Quand vous allez aux États-Unis, notamment, il n'y a pas que les États-Unis, mais les États-Unis sont un bon exemple. Quand vous allez aux États-Unis et que vous montrez que vous avez un produit, que votre produit a déjà un petit peu de traction, il y a énormément de portes qui s'ouvrent. Et si vous avez un potentiel de valeur suffisamment important, il y a des investisseurs qui sont capables de mettre 1 million tout de suite et de mettre 25 millions dans un an. En France, on va vous expliquer qu'il y a tout un truc à suivre. Il faut de la love money, il faut ensuite avoir un petit investisseur, il faut ensuite faire une petite série A, puis une vraie série A.
Donc de toute façon, le temps que vous y arriviez, vous avez forcément une boîte étrangère qui vous a disrupté et qui a fait la même chose que vous, pas forcément en mieux, mais en plus grand et en plus scalable. Bon, vous voulez dire qu'en France, en France, on ne peut pas mettre 10 millions sur des slides. Ça se fait pas. Évidemment, en France, personne n'a mis 10 millions sur des slides, mais même d'aller chercher 500 000 euros pour développer des projets, en réalité, faudrait financer beaucoup plus de projets à moins de 500 000 euros. Et on en parlait un peu en antenne, mais l'ISF, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait aider, si on changeait un petit peu la loi française, à aller financer ce type de boîte. Excuse-moi, mais voilà, l'ISF, pour moi, c'est une catastrophe pour les startups françaises. Ça a donné... on est passé parce que ça fait un bout de temps qu'on est dans ce milieu, tous les deux, on est passé de 2006-2007, où les startups s'étaient faits par des techos passionnés, qui n'étaient pas spécialement des social heroes, à la situation actuelle où le prototype de la startup, c'est 2 élèves qui sortent d'une grande école de commerce ou de Sciences Po et qui lèvent des fonds. On est en plein syndrome Léa Seydoux. On est dans la reproduction des élites. On est dans je peux financer ma start-up sur cette phase très délicate du site qui est vraiment une barrière de ce corps. Parce que papa paye son ISF et parce que tonton paye l'ISF et parce que le pote de papa paye son ISF. Donc finalement, dans une soirée familiale, je peux récupérer le truc en défiscalisation. C'est pas ISF. faux non plus. Et ça génère du syndrome Léa Seydoux. On a déjà ce phénomène dans le cinéma français où tout le cinéma français est essentiellement composé de fils d'eux. Là, ce n'est pas des fils de start-upers qui font des start-up, parce que c'est trop récent comme phénomène, mais c'est des fils de gens qui sont extrêmement aisés, qui ont les moyens de passer cette barrière qui, du coup, laisse dehors une quantité faramineuse de gens qui peuvent avoir des super idées, mais qui ne peuvent pas franchir cette frontière. C'est devenu une barrière infranchissable. Il y a beaucoup de ces gens-là. Il y a aussi beaucoup de startups qui sont créées par des gens qui ne sortent pas des grandes écoles aussi. Il y a l'école 42 qui forme des développeurs qui sont des gens qui peuvent dire d'absolument n'importe où, à qui on ne demande pas leur CV. Elle a 2 ans. Attendons de voir ce que ça donne en termes de génération. Il y a un vrai potentiel avec 42 et l'incubateur de Fessenay. Mais attendons, laissons encore quelques années avant de tirer des conclusions sur les capacités de 42. Le syndrome Léa Seydoux, ça, je pense qu'on va le garder, ça, Fred. Il y a un truc aussi, c'est que la caricature, effectivement, est réelle, elle existe. Maintenant, il n'y a pas que ça non plus. C'est vrai que quand on parle des startups d'une manière générale, on a l'impression surtout qu'on parle de la partie émergée de l'iceberg. Moi, pour travailler dans une startup média, je peux vous dire que les 2 fondateurs, Philippe Guépin et Caroline Cailleul, sont 2 journalistes, comme moi, comme nous, qui viennent du milieu de la radio, de la télévision. Et pour le coup, là, c'est ni le syndrome Léa Seydoux, ni des gens qui sortent d'écoles de commerce, etc., mais plutôt des gens qui veulent développer un média, ce qu'ils savent faire, mais avec les outils actuels. Et là, très sincèrement, moi j'ai discuté avec eux avant de venir à cet enregistrement, c'est très difficile en France. Les politiques nous vantent les startups, ils nous disent que c'est ici qu'il y en a le plus en Europe, en prenant quelques exemples successful. Mais en réalité, il n'y a pas d'aide réelle pour des gens qui veulent lancer des solutions innovantes en France à l'heure actuelle. D'aide de quelle sorte? Parce que là, pour l'instant, il y a quand même de l'argent public avec la BPI qui coule d'une certaine façon. Vous avez la BPI, c'est extrêmement long aussi. La BPI, si tu n'es pas un professionnel de ça, tu ne récupères pas l'argent. J'ai été financé par la BPI, je peux vous le dire. C'est un dossier, c'est un machin, c'est un truc. Donc forcément, tu sors de Sciences Po HEC, c'est finger in the nose. Mais tu sors d'un BTS d'informatique, tu t'arraches les cheveux. Et c'est aussi une barrière à l'entrée. Et tous les systèmes de subvention en France, et il y en a une quantité faramineuse, propose cette barrière à l'entrée. C'est pour ça que tu as une espèce de surreprésentation d'un certain type de formation qui n'est pas du tout une formation adaptée aux technologies. On n'enseigne pas les technologies à HEC, on n'enseigne pas les technologies à Sciences Po. Dans le meilleur des cas, tu vas avoir des gens qui comprennent vaguement, mais qui n'ont jamais eu un cours sur c'est quoi un réseau, c'est quoi un protocole, c'est quoi... Et ils se lancent dans des domaines ultra technologiques sans la moindre base en matière de technologie. Ça donne énormément de conneries. Et d'ailleurs, si tu regardes un tout petit peu la typologie des entrepreneurs français, je parle plus spécifiquement des startups et de ceux de la Silicon Valley dont on parle beaucoup. Ceux de la Silicon Valley, c'est des techs, c'est des mecs qui ont développé leurs propres produits avec 2-3 copains dans un garage, c'est un peu la caricature, mais qui ont développé leurs propres produits. Facebook, c'est ça, Twitter, c'est ça, Dropbox, c'est ça, Snapchat, c'est ça. Enfin, je peux vous en citer des centaines. En France, franchement, j'aurais du mal à vous en citer 3. Alors, il y en a, heureusement, mais pour le coup, c'est vrai que le profil est ultra différent. Et aujourd'hui, quand on est un tech, qu'on a développé un bon produit, un produit très technique, et qu'on veut le sortir et on veut le financer, alors il y en a quelques-uns qui y arrivent, mais il y a tellement de barrières à l'entrée que d'abord, le premier phénomène, c'est qu'il y en a énormément qui partent à l'étranger. Parce qu'on a une écoute, moi je peux vous le dire, je discute beaucoup en ce moment avec des fonds, j'ai une écoute qui est très différente de la part de fonds étrangers, et pas que américains, de fonds européens, en Angleterre, en Suisse, au Luxembourg, dans tous les pays qui ont un tout petit peu d'argent et qui investissent un tout petit peu d'argent, on a une écoute qui est très différente de la réponse des fonds français, même ceux qui vous écoutent. Alors, ça voudrait dire, si on suit un peu le raisonnement, que dans la Silicon Valley, il y a beaucoup d'ingénieurs, qui sont des ingénieurs qui créent des
boîtes parce qu'ils ont une idée, qu'ils savent la réaliser, en tout cas faire les premières bases. Et qui peuvent la financer. Alors qu'en France, Il y a aussi Stanford. ce serait beaucoup des gens qui sont des gens du marketing, qui sont des gens du commerce, en fait, qui sortent des grandes écoles et qui n'ont pas les capacités Les techniques. formations élitistes américaines, comme Stanford, qui a le centre de la Silicon Valley, mélangent de façon assez intelligente marketing et technologie. On peut parfaitement passer par 5 années d'études supérieures à Stanford et sortir avec une tête bien faite d'un point de vue marketing et une réelle compréhension des technologies. Il n'y a pas l'équivalent en Europe, en tout cas en France. Alors c'est la notion de transdisciplinarité qui existe à Stanford, qui existe de façon colossale au MIT, Ah oui. qui existe au Ternion à Haïfa en Israël, qui est vraiment un endroit où on cultive ça et qui n'existe pas en France jusqu'à présent. Les formations scientifiques, techniques et business sont hermétiquement séparées. Hermétiquement séparées. On n'apprend pas à coder à Sciences Po, par exemple. Alors que ça serait rien du tout d'avoir une petite classe où on apprenne à des élèves ce que fait un peu le wagon. Au moins se familiariser avec les avec technos. du code, apprendre avec un langage un peu simple, Ruby on Rails. C'est quoi Oui, c'est très simple, oui. C'est relativement simple. Si tu as un cursus de 40 heures, tu peux commencer à te débrouiller. Et puis surtout, le but du jeu, c'est pas de faire de toi un développeur, c'est de faire de toi quelqu'un capable de comprendre un développeur, capable d'interagir de façon constructive avec un développeur. Et ça, en sortant d'HEC ou Sciences Po, tu ne sais pas. Et comment ça se fait? Est-ce qu'il y a un écran de fumée qui se ferait aujourd'hui, ou quand même, je le disais en ouverture, aujourd'hui être un start-upper, c'est quasiment devenu un statut social. C'est le prêtre, l'enseignant, le journaliste d'avant. C'est-à-dire que tout d'un coup, être start-upper, il va falloir faire une carte de visite en disant je suis start-upper. On se fout quasiment du monde de la start-up. C'est une fois de plus, c'est l'histoire de l'iceberg. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit ça, ça fait une belle image pour la compagnie, pour la société, mais concrètement, derrière, il se passe quoi? Moi, je reviens sur un exemple concret qui concerne la boîte dans laquelle je travaille. Vous avez des banques en France qui acceptent de vous prêter 50 000 euros, 100 000 euros pour acheter du matos, mais pas 10, 20 000 pour développer un projet précis ou pour embaucher des gens. Donc ça, c'est aussi un vrai souci. Comment se fait-il que les banques ne financent pas les choses dont on a besoin? Ils veulent bien nous financer ce dont on n'a pas besoin. Mais aujourd'hui, il y a un effet mode. Je rejoins ce que tu disais sur le fait d'être start-upper et d'être CEO. Et d'ailleurs, on dit plus gérant, on dit CEO maintenant. Voilà, c'est plus classe et puis ça tape. Même si légalement en France, ça ne veut rien dire d'être CEO. Mais en l'occurrence, On l'est non. tous. Oui, c'est ça, on est tous CEO de quelque chose maintenant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les grosses boîtes. T'es pas CEO à moins de 50 ans, c'est ça, raté ta vie, évidemment. Non, mais aujourd'hui, toutes les grosses boîtes ont leur petit lot de start-up avec lesquelles elles sont plus ou moins maquées, ou elles ont acheté 10% pour dire que elles ont ça dans leur panel, et puis ça fait bien d'avoir des start-up, ça fait jeune, ça fait innovation, ça fait qu'on a une boîte innovante. La réalité, c'est que derrière, c'est pas forcément hyper utile. Aujourd'hui, il y a un effet aussi, c'est que toutes les grosses boîtes, les banques, les médias, lancent tous leur incubateur. Aujourd'hui, j'ai vu personne sortir de ces incubateurs. Ou, en tout cas, j'ai pas vu de gros effets sur ça, même en interne, hein. Même dans ces sociétés-là, certaines avec lesquelles moi je travaille, les startups, c'est un petit truc à côté, quoi. On les connaît pas. Bon, aujourd'hui, il y a un peu cet effet mode. Et je pense que ça doit encore se structurer. On a l'impression qu'on a tout un environnement, un écosystème de startups qui sont un peu sous serre, très très protégés, dans la chaleur, on arrose très régulièrement, et que c'est vrai que la production qui sort, il n'y a pas tant de tomates que ça qui sortent de la serre finalement à l'arrivée. Il y a tout et n'importe quoi en matière d'incubateur. Il y a des initiatives très intéressantes. Bien sûr. Et puis il y a aussi un besoin, il faut aussi comprendre l'origine de ces incubateurs. C'est des énormes boîtes qui sont mortes de trouille à l'idée de se faire disrupter, ubériser, whatever, et qui du coup vont s'imaginer que en abritant de façon plus ou moins protectrice une bande de jeunes qui font des startups, ça va les changer comme par un miracle. Donc, dans cette proposition-là, avec toutes les grosses boîtes, on cette approche maintenant. Il y en a qui sont totalement ridicules, on ne va pas citer de nom, et il y en a qui sont plus intéressantes. Moi, j'ai la chance de faire partie d'un truc qui n'est pas vraiment un incubateur, mais qui malgré tout est très structurant pour développer une boîte. Mais j'ai des amis qui sont dans d'autres types d'incubateurs, notamment des incubateurs physiques où... Je pense qu'on pense tous au même, hein, d'une grande banque. Et où là, très clairement, on est dans un phénomène de cannibalisme de la part d'un énorme établissement financier qui se dit « Mon Dieu, je vais être disrupté par le Bitcoin, il faut absolument que je chope le truc qui va me disrupter et que je le bouffe avant qu'il me disrupte. » Donc, c'est pas sain comme relation avec une start-up, pas sain du tout. Il y a de moins en moins de gens qui prônent les incubateurs d'entreprise aujourd'hui parce qu'on s'aperçoit que finalement, la capillarité ne se fait pas bien. Complètement. Et il y a des façons beaucoup plus light, informel de faire, qui nous viennent des États-Unis une fois de plus. On va terminer avec un +1, -1. Fred, je sais qu'il a un petit quelque chose, il a des notes. Il est venu, garçon sérieux, on sent qu'il est assez nouveau dans cette émission. Il vient avec des notes, les autres arrivent en mode touriste. Un petit -1 sur, on parlait tout à l'heure d'Uber, un petit -1 sur Uber, vite fait.
pour qui je pense du bien d'Uber pour certaines raisons, et il y a aussi du mal à en penser pour d'autres. Notamment, on a appris récemment qu'ils avaient récupéré 3,1 milliards d'euros en Arabie Saoudite. Donc ils s'installent très bien là-bas, c'est leur plus gros pôle de développement dans la région. Et pour cause, les femmes n'ont pas le droit de conduire. Donc les femmes, 80% des clients d'Uber en Arabie Saoudite sont des femmes. Et ça repose toujours cette question de quelle est la limite entre le développement économique d'une grande entreprise et sa conscience, on va dire, humaniste, Alors, citoyenne. en même temps, on disait aussi qu'Uber allait utiliser finalement des voitures automatiques, donc elles n'auront pas de sexe. Là, pour le coup, conscience citoyenne d'Uber, il faut chercher quand même. Mais c'est pour ça que je dis -1, pas +1. Et je me dis, voilà, tout ça est effectivement un petit peu dommage. Et c'est vrai, comme tu rappelles, Bertrand, que de toute façon, les chauffeurs Uber qui sont contents d'avoir ce job doivent comme savoir que Uber investit tout l'argent qu'il a pour pouvoir un jour se passer d'eux. Donc, Non, je suis un gros utilisateur d'Uber et de temps en temps, la conversation arrive sur la voiture automatique et tu serais surpris à quel point, la plupart du temps, les gens découvrent. Ouais, Et ils ne sont pas du tout conscients qu'ils vont être remplacés dans les années qui viennent. C'est ce que je disais, la plupart des chauffeurs. Et il vaut mieux qu'ils ne le soient pas, absolument puisqu'ils viennent tous, pour la plupart, d'investir 35 ou 40 000 francs, Ils sont euros. tous conscients qu'ils sont dans un monde ultra précaire et qu'ils ne sont pas en train d'avoir un boulot pour la vie. Tous. Ils ont peut-être pas remboursé la voiture au moment de... Slate a fait un superbe article, je parle juste de Très ça, vite. qui montre très clairement que Uber crée non pas de l'emploi mais du travail dans des zones qui en sont totalement exclues. Les banlieues parisiennes, des ghettos qui sont autour de Paris, c'est là qu'Uber génère du travail, réinjecte de la richesse et permet à ces zones de sortir la tête de l'eau parce qu'elles sont complètement Bon, on a asphyxiées. commencé par des histoires de, de boulot qui s'en allait, et on retrouve avec du boulot on termine avec du boulot qui revient finalement, Qui revient, qui se transfère. qui se transfère. Fabrice, merci à Fred, merci à Jérémy. C'était le grand débat du web. On doit être au numéro incroyable, 750 000 maintenant de ce rendez-vous hebdomadaire. Vous n'hésitez pas à partager avec le hashtag LGDW. Salut à tous et à la semaine prochaine.